Pendant des siècles, des marins jurent voir une côte impossible. Ils pointent toujours presque le même morceau d'Atlantique. Puis des cartes l'écrivent, l'effacent et l'écrivent encore. Alors, qu'a-t-on réellement vu là-bas? Une île perdue ou un piège pour les yeux? Aujourd'hui, on suit cette disparition étape par étape. D'abord la trace sur les cartes, puis les récits trop cohérents pour être ignorés, et enfin, l'explication la plus dérangeante. Car si cette terre n'existait pas vraiment, pourquoi revenait-elle? Au large de l'Irlande, l'Atlantique Nord cache déjà assez de mystères. Brume froide, houle longue, lumière rasante, horizon déformé. Le décor idéal pour une erreur. Pourtant, l'histoire devient troublante très vite. Dès le Moyen-Âge, des cartes placent une île isolée. Pas partout. Souvent à des coordonnées voisines, comme si un repère persistait. Le nom change peu. La place, elle, bouge juste assez. C'est un détail crucial. Une invention pure dérive beaucoup plus. Ici, le fantôme garde un rendez-vous avec l'océan. Et c'est ce rendez-vous qui intrigue encore. Sur une carte ancienne, une île n'est jamais une preuve parfaite. Mais ce n'est pas non plus un simple dessin. Les cartographes copiaient, corrigeaient, héritaient d'informations maritimes réelles. Une erreur pouvait survivre longtemps. Une vraie observation aussi. Quand plusieurs générations répètent un même point, la question change. On ne demande plus seulement si l'île existait. On demande quelle expérience revenait assez souvent pour fixer cette idée. C'est là que le dossier se complique. Les navigateurs ne décrivent pas seulement une tâche lointaine. Certains parlent d'une côte basse, d'autres d'un relief sombre, d'autres encore d'une apparition, puis d'une disparition rapide. Comme si la Terre refusait de rester visible assez longtemps. Pas un continent secret, un flash géographique. Les cartes marines britanniques ont longtemps gardé cette présence. Voilà le cœur du mystère. On ne parle pas d'un conte raconté au port, on parle d'un emplacement transmis avec sérieux. Même quand les relevés progressent, le doute résiste. Une île fantôme peut survivre par inertie administrative, mais pas indéfiniment sans nouvelle alimentation. Or, des témoignages tardifs rallument la braise. Jusqu'au haut, des pêcheurs disent encore apercevoir une côte. Pas une montagne imaginaire partout à l'horizon. Une ligne de rivage à des coordonnées connues. Le problème est brutal. Les satellites, eux, ne montrent rien. Aucune terre cachée, aucun plateau émergé. Rien à photographier au moment décisif. Alors, qui ment? Les cartes, les marins ou l'océan lui-même? Supposons une seconde qu'une île ait vraiment existé. Que faudrait-il pour qu'elle disparaisse complètement? Un volcan? Un séisme? Un effondrement du fond marin? Dans l'Atlantique Nord, ces idées séduisent immédiatement. La région n'est pas morte géologiquement. Les fonds y portent des reliefs, des bancs, des cassures. Pourtant, faire disparaître une île entière laisse des traces. Un sommet noyé, un volcan tranché, un plateau clairement identifiable. Or, les recherches modernes ne livrent pas ce cadavre parfait. On trouve des bancs sous-marins, oui, mais pas la silhouette nette d'un territoire disparu récemment. Cette absence détruit la version la plus simple. Et quand l'explication simple tombe, le mystère grandit. Une autre piste paraît plus plausible. L'île n'était peut-être jamais une île stable. Elle pouvait être un banc très bas, révélé exceptionnellement. Une combinaison de marée, de houle et de lumière. Pendant quelques heures, une ligne écumeuse ressemble à une côte. Puis l'Atlantique la reprend. Le problème, encore une fois, c'est l'échelle. Des marins habitués à la mer distinguent souvent un rivage d'une barre d'écume. Ils connaissent les mirages ordinaires, les nuages trompeurs, les falaises de brume. Alors pourquoi répéter l'erreur pendant des générations? Parce qu'ici, l'erreur n'est peut-être pas ordinaire. Elle peut être physique, régulière, presque reproductible. Et c'est là que l'atmosphère entre en scène. Au-dessus d'une mer froide, l'air ne reste pas uniforme. Des couches de température différentes empilent des lentilles invisibles. Quand cela arrive, la lumière se courbe. L'horizon monte, s'étire, découpe, inverse, éloigne.
Des côtes situées bien au-delà du visible normal apparaissent soudain. Des navires semblent flotter, des falaises se suspendent. Une bande sombre peut devenir une terre. Ce phénomène porte un nom scientifique, mais l'effet suffit. Imaginez voir un rivage réel, déplacé de dizaines de kilomètres. Vous notez sa position. Le lendemain, il a disparu. Quelques semaines plus tard, un autre équipage le retrouve presque au même endroit. Peu à peu, la carte hérite d'une illusion répétée. Et cette illusion paraît plus honnête qu'un mensonge. Le candidat le plus sérieux est un mirage supérieur. Pas un simple scintillement, une reconstruction déformée d'une côte réelle. Depuis certaines zones atlantiques, avec les bonnes inversions thermiques, des terres lointaines peuvent sembler surgir au-dessus de la mer. Leur forme change, leur distance trompe, leur altitude paraît impossible. C'est important, car beaucoup de récits parlent d'apparitions nettes. Pas toujours durables, pas toujours proches, mais assez solides pour convaincre un observateur. Et surtout, assez rares pour devenir légende. Une terre visible seulement certains jours marque davantage les mémoires. L'esprit humain adore ce qui revient sans obéir. Pourtant, même cette piste laisse une fissure. Pourquoi les coordonnées reviennent-elles si souvent? Parce que les mirages n'apparaissent pas partout au hasard. Ils favorisent des couloirs visuels, des saisons, des angles précis. Si des marins suivent des routes semblables, à des latitudes voisines, ils peuvent rencontrer les mêmes pièges optiques encore et encore. Le ciel, la mer, la température, la distance composent alors une machine. Pas une machine parfaite, une machine capricieuse, mais assez régulière pour semer une fausse géographie. Ajoutez à cela des relevés anciens imprécis. Ajoutez la difficulté à calculer la longitude avant les méthodes modernes. Ajoutez la tentation de confirmer ce qu'on espère voir. Le tableau devient puissant. Une côte réelle, décalée par l'air. Une position approximative, durcie sur la carte. Une rumeur nautique, transformée en destination. Le mythe commence à respirer. Mais il reste un détail tenace. Certains récits ne parlent pas d'une falaise suspendue. Ils parlent d'un vrai littoral, proche, presque atteignable. Comme si le navire pouvait s'en approcher. C'est là qu'un autre suspect surgit. Les bancs de brume eux-mêmes. Dans certaines conditions, une nappe de brouillard dense dessine une masse sombre, avec base nette et sommet flou. Si la lumière frappe de biais, l'illusion devient volumétrique. L'œil complète ce qu'il croit reconnaître. Une côte, un plateau, une île basse. Et plus la mer est émotionnellement chargée, plus l'image s'impose. Car un marin ne regarde pas l'horizon comme un touriste. Il cherche une réponse vitale. Sortie, abri, danger, terre. La psychologie n'efface pas la physique. Elle l'amplifie. Voir n'est jamais enregistré passivement. Le cerveau compare, simplifie, devine avant de comprendre. En mer, avec fatigue, froid et tension, ce système accélère. Une forme ambiguë gagne aussitôt un nom. Ensuite, ce nom attire d'autres confirmations. C'est le vieux piège de l'attente. Quand une île est déjà sur les cartes, chaque silhouette douteuse peut devenir sa réapparition. Et pourtant, réduire toute l'affaire à l'esprit humain serait trop facile. Car certaines erreurs collectives naissent d'un noyau matériel solide. Peut-être une vraie côte lointaine. Peut-être un banc émerge de façon extrême. Peut-être plusieurs phénomènes confondus sous une seule identité. Un seul nom pour plusieurs réalités. Regardons le fond de l'océan. Autour des coordonnées historiques, il existe des hauts fonds et reliefs. Pas assez pour offrir aujourd'hui une île franche, mais assez pour compliquer la mer. Les vagues y changent. La couleur de l'eau aussi. L'écume peut dessiner des lignes anormales. Sur un horizon instable, ces indices deviennent dangereux. Un marin voit une rupture claire, il lui donne un contour. Le contour devient rivage. Rivage devient île. Puis le récit voyage plus vite que la vérification. Pendant des décennies, cela suffit.
surtout dans un monde où l'Atlantique garde encore des blancs. Avant les satellites, avant les balayages modernes, l'absence de preuves restait molle. L'océan avait le bénéfice du doute. Ce bénéfice disparaît brutalement avec l'ère spatiale. Un satellite ne se laisse pas persuader par une légende. Il voit, repasse, compare, archive. S'il y avait une Terre permanente, elle apparaîtrait. Si un volcan récent avait sombré, la topographie trahirait sa forme. Si une île montait puis coulait régulièrement, les données finiraient par la cerner. Or, rien de tout cela n'émerge vraiment. L'absence répétée vaut presque verdict. Pas d'île stable, pas de royaume caché entre deux brumes. Et pourtant, le verdict n'efface pas les siècles précédents. Il les reformule. Ce que les marins voyaient n'était pas une terre secrète. C'était peut-être quelque chose de plus fascinant. Une erreur naturelle assez convaincante pour coloniser la cartographie. Le plus étrange n'est donc pas la disparition d'une île. Le plus étrange, c'est la longévité d'une apparence. Pendant des siècles, l'Atlantique a produit un faux rivage crédible. Assez crédible pour guider des regards experts. Assez crédible pour survivre aux corrections. Assez crédible pour revenir encore dans la mémoire moderne. Cela révèle quelque chose d'inconfortable. Même les cartes les plus utiles portent des fantômes. Pas des fantômes surnaturels. Des accumulations d'observations imparfaites, de conditions rares, de confiance héritée. Une carte n'est jamais seulement un miroir du monde. C'est aussi un historique d'erreurs stabilisées. Et certaines erreurs ont plus de puissance narrative qu'un continent réel. Elles donnent à l'océan une volonté. Il faut aussi parler du contexte culturel. Une île lointaine n'est jamais seulement une coordonnée. C'est une promesse. Abri pour pêcheurs. Danger pour navires. Point de repère dans l'inconnu. Chaque époque projette ses besoins sur l'horizon. Au Moyen Âge, l'Atlantique mélange foi, commerce et peur. Plus tard, il mélange science, empire et routine maritime. Dans les deux cas, une terre incertaine remplit une fonction. Elle ordonne l'espace vide. Elle donne un nom à une absence. Quand une apparition survient, même confuse, elle colle au mythe déjà prêt. Le récit n'a plus besoin d'être inventé. Il attend seulement d'être réactivé. Voilà pourquoi certaines îles fantômes résistent mieux que d'autres. Elles répondent à une attente profonde, pas seulement à une erreur de navigation. Alors, que voyaient exactement les pêcheurs du Vaud? Probablement pas la même chose à chaque fois. C'est peut-être la clé finale. Un jour, une inversion thermique soulève une côte lointaine. Un autre, un banc et son écume imitent une plage. Un autre encore, la brume fabrique une masse sombre. Chaque phénomène est différent. Mais tous pointent vers la même zone générale. Pourquoi? Parce que cette zone cumule routes maritimes, conditions optiques, relief marin, mémoire cartographique. Autrement dit, un aimant à illusion. Les témoignages tardifs ne ressuscitent pas une île. Ils prouvent que le piège optique n'était pas mort. Le décor continuait à produire des apparitions. Le mythe, lui, fournissait immédiatement le nom. Cette conclusion semble froide. En réalité, elle rend l'histoire encore plus belle. Une île légendaire disparaît rarement par magie. Elle disparaît quand nos instruments cessent d'être séduits. Les marins d'autrefois n'étaient pas naïfs. Ils observaient avec les outils de leur temps. Leur erreur nous renseigne autant que leur justesse. Car même aujourd'hui, un horizon peut mentir proprement.